Ben, mon nom c'est Ernest Mbanzendore, je viens de Ottawa-Gatineau. Ma question, je l'adresse à Monsieur Willy Nyamitwe, notre spécial conférencier. Bon, premièrement, ici, dans ta locution, vous avez dit que votre gouvernement a une crise financière. Bon, nous pensons que c'est normal compte tenu des pays qui nous aidaient dans l'OTAN, qui ont décidé de nous tourner le dos. Ma question est de savoir comment comptez-vous régler cette crise financière. Je suppose que ça doit être une crise financière pour la monnaie étrangère, que souvent le pays a besoin pour exporter ou bien importer les matières qui viennent de l'extérieur. Ma deuxième question, est-ce que pourriez-vous demander comment la diaspora pourrait vous venir en aide? Merci. Des survivants et victimes du génocide de Hutu de 1972. Je suis d'Ottawa-Gatineau aussi. Et j'ai des questions, quelques petites questions. La première s'adresse à président de la section du CNDD, Saïdi, le premier conférencier. C'est au sujet du premier groupe de Sindou Moja. Sont-ils seulement que des Sindou Moja ou faudrait-il les identifier autrement? Tout au moins certains parmi eux. Pourrait-on les identifier comme des criminels du passé, certains? Je le dis parce que j'en connais certains qui étaient des sans-échec au Burundi. J'en connais qui ont assassiné des étudiants autour à l'université du Burundi et qui sont ici au Canada. Est-ce que pourrait étendre le Sindou Moja sur ce type de criminels? La deuxième question, à Saïdi, je la passe. Je vais aller à la question de professeur Amissi. En suivant la logique juridique de votre présentation et la justification de la violation du droit et le fait que la Cour constitutionnelle, par exemple, puisque ça c'est un texte de droit qui devait être respecté, a validé la candidature de son Excellence Pierre Nkurunziza. Et puis vous êtes étendu, vous avez donné des précisions vraiment juridiques sur le cas de l'accord d'Arusha et de ce qu'il prévoyait par rapport à la Constitution qui a été changé après ou intégré ou réintégré. Et vous avez donné une valeur juridique, valeur morale au texte d'Arusha. Ma question, c'est celle-ci. Du point de vue du droit, quelle logique juridique pourrait expliquer le point de vue défendu par le Sénarède? Peut-on, du point de vue du droit, défendre Arusha et en même temps parler de l'état de droit dans le cadre des violations du droit dont vous avez parlé? Voilà. Alors, ma question est simple. Quel est le verdict sur le cas de l'existence du Sénarède en termes de droit? Une autre question par rapport au texte d'Arusha, c'est est-ce qu'il a le texte, du point de vue du droit, prévoyait que Arusha, il y avait un terme à Arusha où il n'y en avait pas. Juste une précision qu'on voudrait savoir. S'il était prévu en terme dans les accords d'Arusha, donc ça pourrait aller peut-être de telle période, pour quelle période? Est-ce que c'était prévu quand vous lisez entre les lignes? Et alors, ma dernière question, je l'adresse au conseiller principal, M. Willy Nyamitwe. En parlant des noms comme Alexis Sinduhije, et on pourrait ajouter d'autres, Pacifique Nina Hazwe ou même Pierre Bouyoya et d'autres. On pourrait ajouter Cyril Dayi-Rukiye. On pourrait ajouter Bob Rugurika. Vous avez parlé de Rukindi Kiza qui était quand même une personne autour d'Ondadaye, à la mort d'Ondadaye. Alors, toute cette période, moi je suis anthropologue.
J'ai fait une maîtrise en anthropologie sur les relations interethniques au Burundi. Et ça m'intéresse de savoir si la filière HIMA est une piste pour pouvoir identifier peut-être dans le groupe des protagonistes, peut-être ce qu'on appelle en anglais les masterminds. Évidemment, comme on conclut en retournant sur notre passé politique, je ne peux pas ne pas me poser la question, puisque je sais que depuis la Première République, Tchombero en Hima, la Deuxième République, Bagaza en notre Hima, la Troisième République de Buyoya, en fait, Buyoya 1 et Buyoya 2 en notre Hima. Alors, vous ajoutez le cas de Simbanani et maintenant des Pacifiques Nininahazu, des Alexis Sindouhij, des Cyril Ndaïrou qui, d'après mes enquêtes, sont tous des Hima. Est-ce que c'est une coïncidence? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites de la filière Hima? Voilà, c'était mes seules questions. Bonjour, et je vous remercie tous les conférenciers. Ma première question s'adresse au professeur Amis. Est-ce que un ministre belge, un député européen, un gouvernement étranger comme la Belgique, il a le droit d'interpréter une constitution de notre pays, selon dans le cadre juridique du droit international? Et la deuxième question, ça s'adresse au conférencier Luc Michel. Oh, non, désolé. Est-ce que, selon votre connaissance du panafricanisme, est-ce que vous pouvez prédire la chute de Paul Kagame, le président du Rwanda? Je m'adresse, mes questions sont très courtes. Monsieur le conseiller principal de la République, j'ai eu la chance, quand le président, son Excellence Pierre Nkurunziza, parlait au peuple, j'étais le seul Burundais de l'étranger qui a eu la chance de parler avec lui. Avec raison, parce que c'était à 1h. Je parlais avec mon ami Léonard. Lui n'a pas eu la chance, mais j'ai eu la chance d'être pris et poser ma question. Je voulais savoir, il avait promis qu'il allait envoyer la commission interburundaise au Canada. Est-ce que c'est vous ou bien nous allons encore attendre la commission? Ça, c'est la première question. La deuxième question, en France, il y a eu la grève dans le barrière de Paris. Le petit-fils de Berge. Oui, désolé. Donc, vous voulez que je répète mes questions? Ou bien c'est clair? Donc, je voulais seulement savoir, en France, il y a eu une grève. Et puis, la France a expulsé les petits-fils des berges français. Aujourd'hui, selon votre exposition, vous nous parlez des quartiers. Et chaque Burundais savent qui habitait, qui a hérité ces quartiers. Ce sont des Rwandais réfugiés de 1959. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burundi est prêt d'expulser tous les Rwandais du sort burundais? Je dis bien tous les Rwandais descendants des réfugiés, parce que si vous êtes réfugié, ça ne te donne pas automatiquement la nationalité de pays. J'ai vécu au Congo comme réfugié pendant plus de 30 ans. Je n'ai jamais eu la nationalité. Et l'autre... Dans votre exposition, monsieur le conseiller principal, vous avez souligné l'implication du Rwanda et de la Belgique. Le Rwanda héberge les opposants, les putschistes, les criminels. Le Rwanda forme les rebelles. Il donne même les armes. Il les envoie même sur le territoire burundais pour commettre des crimes. Est-ce que c'est quand le Burundi va appliquer la guerre préventive pour protéger son peuple et sa souveraineté
est-ce qu'on va attendre combien de gens qui vont tomber sur les barres ou sous l'ordre du Rwanda? En continuant la même question, le Rwanda, comme je l'ai dit, héberge les criminels contre le gouvernement élu démocratiquement au Burundi. Est-ce que le Burundi est prêt aujourd'hui d'ouvrir la grande porte aux opposants de Kagame? Parce que Kagame, c'est le seul langage qui peut entendre et respecter, c'est par les armes. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au conseil spécial du président. C'est concernant les gendarmes, je ne sais pas si c'est les gendarmes ou les policiers français qu'on veut envoyer au Burundi au moment où il y a la paix au Burundi. Parce que d'après ce que j'ai comme information, au Burundi, il y a la paix totale, les gens dorment sans problème. Et vous ne voyez pas que c'est tout juste qu'on veut. Les Français sont en train de chercher des problèmes dans notre pays. Et peut-être si vous pouvez nous dire quelque chose sur ça, ça serait un plaisir pour nous. Merci. Merci. Pour comprendre dans quelle logique ou dans quel angle, je suis Charles Célestin Hakizimana. Je suis politologue parce que je fais les sciences politiques, niveau maîtrise. Après les études aussi en maîtrise en prévention des maladies différentes, en droit. Et puis, dans le cadre de mes études, je travaille sur un sujet, le Burundi. Et j'aimerais que ça soit aussi une réponse à mes concitoyens ici, d'autres qui forment l'auditoire. Au début de la crise, il y avait les schémas qui me sont venus dans la tête. Est-ce que le Burundi se tend vers la somalisation? Est-ce que le Burundi se tend vers l'angolisation? Est-ce que le Burundi se tend vers la situation libyenne? Est-ce que vous pouvez donner l'espoir d'arroder de la perspective ce que nous vivons, où est-ce que nous allons partir? Comment nous allons sortir? En prenant le modèle de ces pays dont nous connaissons l'histoire ou la conclusion des crises. Et l'autre question, en relation internationale, normalement, on n'y entre pas comme un jeu, on y entre quand on a des intérêts. Tant qu'on n'a pas d'intérêt, on cesse. On ne gaspille pas du temps. Et Monsieur Willy, vous avez bien dit quand vous avez parlé que vaut mieux de vivre une crise financière que de vivre une crise institutionnelle. Est-ce que dans ce cadre, pourquoi vous permettez les bis Vulcano de venir encore au Burundi, non pas avec des pommes de terre Ruhengeri, mais avec des grenades? Est-ce qu'il n'y a pas un autre transporteur? Est-ce qu'on a des actions dedans? Et si on les a, vaut mieux une crise financière qu'une crise institutionnelle. Sinon, s'il y a un transporteur que les Rwandais déposent leurs clients à la frontière et les bus burundais vont les transporter jusqu'à destination. Une autre question, la CPI, c'est dans le cadre des relations toujours internationales. Pourquoi on est encore? Est-ce que vous y trouvez un intérêt? Savez-vous qu'on a le droit de retrait? C'est ça ce que j'avais comme question. Merci. Je m'appelle Evelyne Maniragaba. Je suis burundaise. Je réside en Afrique du Sud. Je suis membre du parti CNDD-FDD dans la section nationale de l'Afrique du Sud. Je suis chargée du développement social. Donc, ma première question s'adresse à Monsieur Pierre-Luc Michel. Lors de votre dernière visite au Burundi, vous avez dit ceci. Je vais coter, excusez-moi si je ne cote pas exactement. Ne vous rendez pas à Arusha, c'est un piège. Vous avez dit ça et effectivement, nous avons constaté
lors de la dernière session d'Arusha, il y avait des éléments qui n'avaient pas été invités et le gouvernement du Burundi a refusé d'entrer, justement à cause de la présence de ces individus. Est-ce que ceci constituerait un des pièges dont vous avez évoqué ou il y aurait d'autres pièges? Et à ce stade-ci des négociations d'Arusha, quel conseil donnerez-vous au gouvernement du Burundi? Deuxième question, toujours à vous, Monsieur Pierre-Luc Michel. Lors du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda, vous avez été arrêté pendant quelques heures à l'aéroport. Vous avez été refusé l'entrée au Rwanda, malgré que vous aviez des visas. Et vous avez déclaré après, j'ai suivi un peu votre déclaration par rapport à ça, vous avez dit « Le Rwanda vient de se faire un ennemi redoutable ». Alors ma question est celle-ci, qu'est-ce que vous préconisez comme recours par rapport à cette situation quand même qui était une violation de vos droits en tant que journaliste, vu que vous étiez en ordre? Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question s'adresse toujours à vous, Monsieur Pierre-Luc Michel. Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la proposition de la France qui concerne l'envoi de 228 policiers des Nations Unies au Burundi, malgré que nous savons qu'au Burundi, présentement, il y a la paix. Le Conseil de sécurité a eu la majorité des voix qu'il souhaitait avoir et nous avons constaté que la Russie, qui était qu'on peut qualifier d'ami au Burundi, et la Chine n'ont pas opposé leur droit de veto. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de perdre nos amis ou pensez-vous que c'est quand même une stratégie où il y a d'autres enjeux derrière cela, puisque quand même la résolution vient avec une condition que le gouvernement du Burundi doit approuver d'abord l'envoi de ces éléments de police. Ma quatrième question, cette fois-ci, s'adresse à Monsieur le conseiller principal, à la présidence. Nous avons constaté durant cette crise une campagne de médisance et de salissage de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD Imbonerakure. Ils ont été accusés à tort des crimes, des actes de viol, beaucoup de choses très déplorables. Et nous savons que tout ça, c'est un montage. Moi, ma question, c'est que comment expliquez-vous que durant les sessions de Arusha, dans les dialogues à Arusha, on n'a pas quelqu'un qui représente cette jeunesse Imbonerakure pour parler pour eux? Est-ce que vous trouvez ça normal que personne ne soit invité à Arusha pour représenter les Imbonerakure qui sont salis à chaque jour? Et pourtant, un jeune qui représente la Ligue des jeunes de ADC Ikibiri, lui, est invité par le facilitateur Mukapa et il se présente à Arusha. Dernière question pour Monsieur le conseiller principal. Nous savons que certains pays, comme l'Afrique du Sud, sont en train de sortir de la Cour pénale internationale. Il y a même des pays qui n'en font pas partie, comme le Rwanda. Est-ce que le Burundi envisagerait une telle démarche de sortir de la Cour pénale internationale? Je vous remercie, c'est tout ce que j'avais comme question. La question concerne le conseiller à la présidence. Et il porte sur l'individu Pierre Buyoya. Alors, nous savons que cette personne a fait beaucoup de coups d'État.
Et le plus sanglant, c'est celui d'Adaye, qui a trouvé la mort dans ce coup d'État. Il a aussi fait le coup d'État à N'Djamena. Mais curieusement, il participe aux différentes négociations d'Arusha. Alors, suite à son CV alourdi, ma question est de savoir quelle est la place, alors que vous affirmez que vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble avec les putschistes, et lui, on le sait d'avance, que sa main, malgré qu'elle n'est pas visible, elle est toujours là, toujours là. Alors, ma question est de savoir pourquoi vous vous asseyez toujours avec lui dans les négociations à Arusha. Quelle est la leçon qu'elle vient donner au Burundi? Une deuxième question, s'il vous plaît. Une petite question, c'est celle-ci. Elle s'adresse aussi à Willy Nyamitwe. On aimerait savoir qu'est-ce que la diaspora du Canada peut faire pour aider le Burundi. Est-ce qu'on peut ouvrir une banque pour ça, pour nous, ou bien? C'est ça ma question. Le conseil principal du président, ou M. Saïdi Karimandje Ingo. Et je pars du fait qui a été exposé d'ailleurs par vous, qui avait indiqué que nous vivons des événements cycliques au Burundi qui ont fait que il s'est produit beaucoup de réfugiés, beaucoup d'individus qui ont fui le pays depuis les années d'indépendance. C'est une perte de ressources humaines. Si vous regardez même les gens qui sont ici, je pense que la majorité a fui le pays parce que Saïdi a caractérisé certains qui sont venus pour des études, d'autres qui ont fui. Mais ici, il y a la majorité qui a fui le pays. C'est une perte de ressources humaines. Si ces gens-là avaient eu l'opportunité de rester dans le pays, d'exercer dans le pays, ils auraient produit des richesses qui seraient profitables pour tout le monde. Et d'après l'exposé que Willy Nyamitwe a fait, il a indiqué qu'il ne dirait pas que la crise est finie complètement parce qu'il y a encore des petits problèmes ici et là. Et si la crise n'est pas finie, je me dis qu'un bon gouvernement doit rassembler tout le monde parce que même au sein de la famille, tous les enfants ne s'entendent pas, mais le père de la famille doit essayer de ramener tous les enfants et sur la même table pour qu'il y ait un bon développement familial. Alors, nous continuons donc à observer des réfugiés qui continuent à fuir le pays parce qu'il y en a encore à l'extérieur. Vous avez indiqué qu'il y en a au Rwanda, qu'il y en a en Tanzanie ou même ailleurs. Et pour que notre pays puisse profiter de ces réfugiés, il faudrait faire en sorte qu'on puisse ramener tout ce monde au pays pour qu'il puisse contribuer au développement. Et cependant, vous avez dit que pas de négociation. Laissez-moi continuer. Pas de négociation. D'après les caractéristiques que Saïdi a données, il y a différents groupes de gens, ce que vous avez appelé les Sindoumouja et d'autres. Moi, je dirais qu'il y a deux groupes essentiels. Un groupe qui est pour le gouvernement et un autre qui est contre le gouvernement. Donc, s'il y a deux groupes et qui ont des positions antagonistes pour pouvoir s'entendre, nécessairement, il doit y avoir des pourparlers, il doit y avoir des négociations. Alors, je me dis qu'il faudrait faire en sorte que tout le monde puisse s'asseoir sur la table de négociation pour trouver un remède qui sera durable. Parce que ne dites pas, on ne va pas négocier avec ces gens-là. C'est ce que Ndowayo disait dans le temps, dans les années 1994. Il disait aux FTD qui ne voudraient pas vraiment s'asseoir autour d'une même table, mais ça a fini quand même par ramener tout ce monde à s'asseoir ensemble. Donc, brièvement, moi, je demanderai à ce qu'on puisse faire en sorte
on écoute tout le monde s'assied ensemble pour régler les problèmes. Évidemment, ça n'empêche pas que ceux qui ont commis des fautes graves soient poursuivis. Merci. Conseiller du président, le Burundi a connu des crimes depuis l'avènement des républiques. On sait bien que pendant les royaumes, il n'y avait pas vraiment de crise en tant que telle, de crise entre ethnies. Mais les gens qui ont commis ces crimes continuent à œuvrer dans nos gouvernements. Le gouvernement du CNDD-FDD, qui vient de faire 10 ans, connaît bien ces criminels qui ont commis des crimes en 72, en 88 et après, en 93 et après. Mais ma question est celle-ci. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour mettre en place une justice qui va juger ces crimes qui ont été commis? Parce que ce gouvernement vient de voir qu'il est rattrapé par la même chose. Ils n'ont pas fait, ils ont laissé l'impunité, mais c'est en train de les rattraper. Quand tu travailles avec quelqu'un qui a commis un crime, il essaie de te mettre aussi en crime pour ne pas avoir... Il n'y a personne qui va juger. Donc, qu'est-ce que le gouvernement CNDD-FDD va faire après ces 10 ans qu'il vient de voir une preuve que c'est ces gens-là qui ont commis des crimes, qui sont en train de revenir parce qu'ils étaient là, ils voient qu'ils ne sont pas inquiétés. Merci. Ma question, en fait, c'est une reprise de la même question qui a été déjà abordée par 2 intervenants. Il y avait une intervenante aussi. En fait, elle concerne le problème d'actualité qui ne date pas de plus de 2 jours concernant l'envoi des policiers, effectivement. Et, en fait, je serai très bref. C'est pour dire que comment le Burundi compte refuser carrément l'envoi de ces policiers parce que j'accompagne toujours mes questions par un petit commentaire. Je pense que en réalité, tout le monde sait que ça ne sera pas des policiers, mais que ce sera au contraire des experts du MI britannique, des experts du GIGN, des experts de la marine britannique, des experts du Mossad. Je pense que le Burundi, en acceptant ces policiers, il va faire ce qu'on appelle ouvrir la boîte de Pandore pour le pays. Je vous remercie. Et à Amis. J'ai un proverbe dont je ne suis pas sûr s'il est kirundi ou rwandais qui dit Findi Findi irutwa Nasararoga. J'ai un autre que je suis sûr qu'il est rwandais, on dit Ntamongano y'umwansi. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous les outils. On sait qu'on est attaqué d'ici et là, entre autres spécialement par le Rwanda. On sait que la Belgique nous attaque, selon le droit que Amis nous a dit. Qu'est-ce qui manque pour débouter ces gens-là qui nous attaquent chaque jour devant les tribunaux habilités? Ou si ça a été déjà fait, où sont rendues les procédures? Merci. Pour Luc Michel, en fait, on a remarqué dernièrement dans le rapport de Human Rights Watch, le rapport qui n'avait rien à voir avec la réalité au Burundi. Puis il y a beaucoup de journalistes, soit déjà journalistes, il y a aussi sur les médias sociaux, beaucoup de gens qui écrivent n'importe quoi. Donc moi, ma question c'était pour savoir, est-ce qu'il y aurait une façon de poursuivre ces gens qui disent des allégations, des mensonges gratuitement? Ma question s'adresse au professeur. Dans le cadre du droit international, est-il possible que le Burundi peut porter plainte aux États qui s'ingèrent dans son pays? Merci beaucoup. Bon, permettez que je ne
suivre par l'ordre des questions. Et les questions devraient être regroupées. Il y a des questions plus pertinentes que les autres et d'autres qui devraient vite trouver des réponses de clarification. Pour la crise financière, c'est ça la première question. Si je dis que nous sommes dans une crise financière, c'est ce qu'on appelle... nous avons pris des mesures d'austérité. Nous ne sommes pas les seuls. Hein? Nous ne sommes pas les seuls à prendre des mesures d'austérité. Comme on dit. Nous prenons des dispositions. La première, le point de départ, c'était les élections. Il y en a qui ne voulaient pas qu'on tienne nos élections. Il y avait un basket fund qui était prévu. Les partenaires techniques et financiers y déposaient leurs contributions. Et à quelques semaines des élections, l'Union européenne qui décide d'arrêter. Parce qu'ils avaient tout essayé, nous avions résisté. Et dans des notes confidentielles, ils disaient, si on ne finance pas les élections, ils ne tiendront pas les élections. Et pouf, le 27 juillet, après le 26 juillet, ce sera un vide constitutionnel. Il n'y aura pas de président au Burundi, il n'y aura pas de parlement, il n'y aura personne. Donc, il faut qu'on fasse ça. Et nous avons dit, nous pouvons financer nos élections. Et nous avons dit, et même la suite, nous devons apprendre à voler de nos propres ailes. Cela va vous sembler bizarre. Relisez le discours de Ngenda Ndoumoué en 1962, dans son discours à l'indépendance. Il a dit, le Burundi dépend à 50% de l'aide extérieure. Mais c'est une honte que 50 ans plus tard, on dépende toujours de 50% de l'aide extérieure. Et il disait dans son discours, méfiez-vous de cette aide extérieure. C'était en 62. L'Occident vous donne l'argent et le technicien et la machine. Une fois que l'argent, il a déjà récupéré, il récupère le technicien, mais il vous laisse la machine déjà usée et vous ne savez pas quoi en faire. C'était en 62. À dire que 3 samailles. Il disait qu'au mois de février 2016, le Burundi ne serait pas en mesure de payer ses fonctionnaires, de payer ses soldats, de payer ses policiers, et que ce serait le chaos. Mais jusqu'à l'heure actuelle, les fonctionnaires de l'État sont payés. Et il n'y a pas de retard. Et il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas d'arrêt. Donc nous sommes en difficulté financière comme d'autres pays sont en difficulté, mais nous tenons le coup et nous allons trouver des solutions. Il y a un problème de devises, oui. Nous avons trouvé des voies et moyens de récupérer les devises en disant par exemple que toutes les ambassades, les ONG qui opèrent sur le territoire national doivent ouvrir leurs comptes à la Banque centrale pour y déposer leurs devises. Et certains ont commencé, comme des ONG, à utiliser des comptes au Rwanda et ils traversent pour amener cela dans des mallettes, pour ne pas faire passer cet argent dans les comptes de la BRB. Ça, on sait. Et d'autres citoyens burundais, quand vous leur envoyez de l'argent à Western Union, ils préfèrent que vous l'envoyiez au Rwanda ou au Congo pour traverser et aller chercher cet argent. Mais c'est une crise, certes, mais qui n'est pas une catastrophe. Nous trouvons des solutions et des solutions durables. Cette fois-ci, on ne veut plus dépendre à 50% de l'aide extérieure. Une question sur les questions sur Arusha. Je ne vais pas entrer en détail, mais je répéterai ce que le juriste a dit, et c'est la question lui est adressée, même s'il y a une autre question qui parle d'Arusha. Un accord de politiciens ne peut pas remplacer une constitution votée au référendum par toute la population.
un accord politique n'a pas valeur normative. Et troisièmement, l'accord d'Arusha a été voté par l'Assemblée nationale, par le Parlement burundais, comme une loi ordinaire. Donc, l'accord d'Arusha étant une loi ordinaire maintenant, ne peut pas supplanter la loi mère. Alexis Nduhije, Hima, Buyoya, Hima, Bagaza, Hima, etc. Je ne vais pas me risquer sur le terrain de l'anthropologie. Je ne suis pas très fort. J'apprends bien des choses et ça me passionne. Mais tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe, ces gens sont dedans. Bouyoya est derrière, d'une certaine mesure pacifique, Nina Hazoué est dedans. Et ils ont été plus malins que beaucoup d'entre nous en passant par des voies qui ont maintenant bonne oreille. Les ONG, il a parlé d'ONG qui sont utilisées maintenant pour déstabiliser les États. Il y a un professeur américain qui écrivait, ça se trouve dans le livre de Payan, Les carnages dans la région des Grands Lacs. Il disait, c'était en 2000, que les ONG sont le moyen le plus efficace pour déstabiliser les États. Donc les Américains utilisent ça, tous les gouvernements du monde utilisent les ONG. Pour vous répondre, Human Rights Watch, etc. Mais ces chercheurs sont payés. C'est des recherches qui sont commanditées. Et on paye ces chercheurs, on leur dit, voilà, objectif à atteindre, c'est celui-ci. Voilà. Donc je pense que la question, on peut comprendre cela. Alors au Burundi, si vous voyez comment les organisations de la société civile se sont formées, et il y a une chose qui pourrait peut-être vous échapper, mais si vous faites le lien, vous trouverez que c'est la même chose. Prenez le point de départ, la Ligue Iteka. La Ligue Iteka, Ndadaye était membre fondateur de la Ligue Iteka. C'est pour vous dire qu'une organisation de la société civile n'est pas exempte de politique. Les politiciens peuvent entrer dans la société civile. Moi-même, je suis un ancien de la société civile. J'étais le secrétaire général de CPAJ, qui est un collectif pour la promotion des associations de jeunes. Et maintenant, mon point de chute, c'est en politique. Pacifique Nahazoué peut se cacher dans le Focodé, force, mais le point de chute, c'est la politique. Vous l'avez vu dans le Sénarède. Mabobori Catherine, qui était la présidente du CAFOB, collectif des ONG et associations féminines, vous l'avez vu à l'UPRONA, etc., donc porte-parole du premier vice-président. Donc, les ONG ne sont pas exemptes de politique, mais les puissances occidentales utilisent ces ONG, la société civile, pour pouvoir déstabiliser, faire des contrepoids contre les gouvernements et les déstabiliser. Raison pour laquelle, si vous prenez la Ligue Iteka, après le premier président qui était avec Ndadaye Nindorera Eugène, qui était le premier président de la Ligue Iteka, après c'était Sebou Dandi. Sebou Dandi qui a dirigé la Ligue Iteka. À la fin de son mandat, il a fondé l'OAG. Je ne sais pas si vous connaissez l'OAG, Observatoire de l'action gouvernementale. Il a été remplacé à la Ligue Iteka par Pina Karutimana. Nakarutimana, puis à la fin de son mandat, il a formé Force. Et puis Nakarutimana, la Ligue Iteka a été remplacée par Kavumbagu. Kavumbagu, à la fin de son mandat, il a fondé Kosome. Et Kosome devient membre de Force, OAG devient membre de Force, etc. Et si vous prenez Kavumbagu, Nakarutimana, Sebou Dandi, tous ont dirigé la Ligue des droits de l'homme dans la région des Grands Lacs, la LDGL. Et quand vous prenez, le président prend une mesure de libération des prisonniers, eh bien, vous avez une déclaration de LDGL qui condamne, vous avez l'OAG qui condamne, vous avez Force qui condamne, Ligue Iteka qui condamne, Ecosom qui condamne, et les gens vont dire la société civile burundaise condamne en bloc, alors que c'est une clique d'individus qui se mettent dans un salon et qui s'entendent. Et toutes ces ONG, ces organisations, l'audit est fait, l'audit financier est mené par une organisation qui s'appelle une société qui s'appelle, ça va me revenir, mais qui appartient à Sebou Dandi.
Donc, les Blancs vont donner de l'argent à ces associations, leur demander un audit financier, et l'audit financier sera opéré par eux-mêmes, par un des leurs, etc. Donc, ça devient comme un cercle vicieux. Donc, Human Rights Watch ou Crisis Group, comprenez que c'est la même chose. Vous avez vu avant Arusha dernièrement une déclaration de International Crisis Group. Mais International Crisis Group, qui sort ça, qui est dirigé par Jean-Marie Guéhenno. Mais Jean-Marie Guéhenno est lui-même l'ancien président de HD. HD qui vient dans le dialogue inter-burundais chez Mukapa. Et celui qui dirige HD dans la région de l'Afrique francophone est président du conseil d'administration de Oxfam, de MSF. Donc, vous allez trouver que ces mêmes personnes qui dirigent les ONG sont en même temps dans des trucs société civile, etc., mais c'est des gens qui sont les mêmes. Enfin, Buyoya putschiste, vous dites vous n'allez pas vous dialoguer avec des putschistes, mais Buyoya, c'est le premier putschiste. Effectivement, il est putschiste, on le sait. Il est dans le putsch, on le sait. Malfaiteur, malveillant, comme vous voulez. Mais ceux qui ont apparu dans le putsch du 13 mai, Buyoya n'est pas dedans. Ceux qui ont apparu, Buyoya a toujours été malin. Même le putsch de Ndadaye n'apparaissait pas. Il utilisait Ngeze et les autres bêtes, mais lui n'apparaissait pas directement. Mais on sait qui a fait quoi. Alors, nous parlons du putsch du 13 mai. Parce qu'après les élections, le retour à la démocratie en 2005, c'est supposé que le reste est traité par la CVR. Et aussi longtemps que la CVR n'aura pas fini son travail, nous, on ne peut pas aller puiser là-bas en disant « toi, c'est ceci, toi, c'est cela ». Vous avez vu Busokoza qui était élu parlementaire de l'IPRONA, alors que Busokoza est parmi des gens qui auraient assassiné Ndadaye, mais il était sur une liste bloquée de l'IPRONA. Et il a même été premier vice-président de la République parce que c'est son parti qui avait présenté son nom et c'était un élu du peuple. Donc, on a cet imbroglio dans la politique burundaise, dans cette démocratie de partage. Ce n'est pas who wins takes all. On a encore cette difficulté, on devra avancer. Bon, alors, les quotas d'Arusha, c'est encore une autre problématique. Dernièrement, les envoyés spéciaux, vous voyez dans le dialogue inter-burundais, quand on va à Arusha, Luc Michel disait c'est un piège. On sait bien que c'est un piège, mais on y va pour accompagner ce processus. Vous n'allez pas dire non complètement. On est en politique, on sait que les acteurs, ce n'est pas le Sénarède. Le Sénarède vaut quoi? Vaut rien. Il n'y a rien. Est-ce que vous avez des membres du Sénarède au Burundi? Il n'y en a pas. Vous prenez tous ceux qui sont dans le Sénarède, ils ont eu 0,2, 0,1, 0,6. Vous prenez toutes leurs voix, vous mettez ensemble, ils n'auront jamais 2%. Ils ne représentent personne, mais sont soutenus par les colons, sont soutenus par l'Occident. Moi, je ne suis pas diplomate, je m'excuse, je ne suis qu'un communicant. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne mâche pas mes mots. Et je l'ai toujours dit, que ce soit aux affaires étrangères en Belgique, au département d'État américain, je leur ai parlé de ça. Je leur ai dit, mais vous prenez Nyangoma qui dirige le Sénarède. Nyangoma, d'abord, a un contentieux de sang avec le CNDD-FDD. Nyangoma, c'est pour vous répondre, monsieur, vous dites qu'on doit prendre n'importe qui sur la table. Mais Nyangoma, en 98 ou en 98, si vous voulez, il a été débouté du CNDD-FDD. Et il est resté avec une centaine de combattants. Il est allé signer un accord de cessez-le-feu avec Buyoya en 98. Mais est-ce qu'on a eu la paix en 98? La guerre s'est intensifiée. Donc Nyangoma avait trompé la vigilance de la communauté internationale. Les gens avaient cru que finalement un chef rebelle venait de signer un accord de cessez-le-feu. C'est ce que je disais au département d'État américain. Je dis, mais relisez vos dépêches, relisez ce que vous avez écrit en 98. Vous disiez, voilà enfin la paix au Burundi, mais vous vous êtes trouvé avec un farceur, avec un escroc. Parce que la guerre s'est intensifiée. L'accord d'Arusha de 2000, est-ce que c'est ça qui a ramené la paix? Est-ce qu'il y avait même accord? Vous avez dû, Mandela n'avait pas de temps, pour vous dire la vérité. Il a dû aussi appeler Clinton, venez mettre la pression sur les Burundais, qu'ils signent vite, vite. Et les uns disaient, oh, je ne signe pas, mais si, signe, avec réserve, il n'y a pas de souci, signe seulement, nous on part avec un accord. Mais est-ce qu'on a eu la paix en 2000? La guerre s'est intensifiée. On a eu la paix qu'en 2003, quand il y a eu l'accord de cessez-le-feu, quand Nkurunziza est venu et a signé, c'est là où la guerre
C'est estompé sur tout le territoire national, sauf quelques poches de résistance du FNL. Donc pour vous dire que la farce Sénarède, les gens l'ont comprise et Nyangoma a été enlevé de la tête. Mais Nyangoma trompait la vigilance, disait, voilà, si moi je viens négocier, la guerre va s'arrêter. Je leur ai demandé, est-ce que vous pensez que Nyangoma peut maîtriser Musaga? Est-ce que vous pensez que ceux qui sont en train de tirer à Mutakura, Nyangoma les connaît? Est-ce qu'ils connaissent Nyangoma? Ils ne connaissent pas Nyangoma. Alors, Nyangoma n'est pas le véritable interlocuteur, il ne cherche qu'avoir un poste, c'est tout. Mais il ne représente rien. S'il faut négocier avec tout le monde, au Burkina Faso, on aurait négocié avec Diendéré. L'Union africaine a dit non. Ce n'est pas deux pas deux mesures. Les putschistes au Burkina Faso, ils ne négocient pas. Ils sont en prison. Les putschistes au Burundi, ils ne négocieront jamais. Ils doivent aller en prison. En plus, vous dites que vous êtes politicien à la retraite. Moi, je ne suis pas à la retraite. Non, je ne suis pas à la retraite. C'est que je suis dedans. Je sais ce qui s'est passé. Certains sont en prison et d'autres vont mettre la cravate et dire, voilà, maintenant, nous, on vient négocier. Il n'y a pas deux pas de mesure. Le putsch est condamnable. À 2 reprises, le sommet de l'Union africaine, le sommet des chefs d'État a condamné le putsch. On ne peut pas nous imposer de dialoguer avec des putschistes au moment où on le condamne ailleurs. Et on a dit aux Français, on a dit aux Belges, le jour où vous prendrez ceux qui sont en train de vous tuer, au jour où les Américains iront négocier avec Al-Qaïda, et que les Français et les Britanniques vont négocier avec ISIS, et que nous, on nous dira qu'en Somalie, il ne faut pas qu'on aille débouter les Shabab, qu'on va les écouter et négocier avec eux, et que Boko Haram sera appelé sur la table de négociation, ce jour-là, nous accepterons, nous irons négocier. La crise n'est pas terminée. Dites-vous, elle est passée. Ce que nous avons vécu, c'était vraiment un véritable feu. Maintenant, ce n'est pas une crise. C'est des contraintes de gestion d'un État comme partout. Comme les Français sont en train de gérer des problèmes, tout le monde gère des problèmes. Nous aussi, nous gérons des problèmes, mais ce n'est plus une crise. Il n'y a pas de crise institutionnelle, les institutions sont là. Il n'y a pas de crise politique, tout le monde est là. Il n'y a pas de crise sécuritaire, partout. Allez à Mutakura, prenez votre bière, il n'y a pas de souci. Quelqu'un peut se cacher et lancer une grenade, eh bien, c'est un terroriste, on continue à le chercher. Oui. Alors, la punition des gens qui salissent le pays. Et 60%, 40% à cause... Ceux qui veulent ramener Arusha, les débats se prennent eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le pied. Les envoyés spéciaux britanniques, Union européenne, Union africaine, l'envoyé d'Obama dans la région des Grands Lacs, à Arusha, ils ont tenu ce discours. Ils ont dit, mettez-vous là-bas, dans 3 mois, vous avez une solution. C'est moi-même qui ai donné la réponse. Je leur ai dit, OK, vous dites que dans 3 mois, on peut trouver la solution. Ici, dans la salle, vous avez vu qu'il y a une dame qui représente les toits, qui dit, vous parlez de 60% et de 40%, vous n'avez jamais parlé des toits. Nous aussi, on veut entrer. Pour entrer dedans, il faut réviser la Constitution et leur donner aussi ce qui leur est dû. Il y en a qui ont négocié que c'est la protection de la minorité. On était là, il y avait des gens radicaux qui disaient « Nous sommes ici pour défendre les droits de la minorité ». Ah bon? Et voilà le débat maintenant, la minorité. Est-ce que c'est les Tutsis ou c'est les Tois? C'est quoi la minorité? Si nous rentrons encore une fois dans ce débat, ça prendra combien de temps? Parce qu'à Arusha, les Tutsis avaient le pouvoir militaire, ils ont pu négocier d'être appelés minorités. Maintenant, les Tois, quand même, ils ont 1%. Ils devraient être appelés la minorité à protéger. Alors, si on finit la question des Tois, je ne sais pas combien de temps ça devrait prendre, il y a aussi d'autres personnes qui vont venir, les Waganois, qui vont dire, voilà, nous aussi, nous voudrions entrer dedans, les Ganois. Ils négocient pour être appelés une ethnie.
Alors, ça c'est un autre débat qui risquerait de prendre longtemps. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Mais quand on aura fini avec les 4 ethnies, il y a une autre ethnie au Burundi, puisque la Constitution reconnaît la double nationalité. Il y a une autre ethnie qui va venir. Si Luc Michel avait une Burundaise, qu'il avait un enfant, l'enfant serait à la fois belge et burundais. Mais comme Luc Michel, nous, c'est la paternité qui définit aussi l'ethnie, est-ce que cet enfant serait Hutu ou Tutsi? L'enfant ne prend pas l'ethnie de sa mère, l'enfant prend l'ethnie de son père. Alors nous avons beaucoup de gens, beaucoup de Burundais qui sont comme ça, qui n'ont pas d'ethnie, qui n'ont pas le droit d'entrer au gouvernement, qui n'ont pas le droit d'être à l'armée, à la police, parce qu'ils ne sont pas dans ces quotas. Et ces gens aussi, quand on va amener le débat, vont aussi réclamer d'être dedans, en disant, voilà, nous aussi nous voudrions. Alors, combien de temps cela devrait prendre? Raison pour laquelle j'ai dit à ces envoyés spéciaux, vous ne connaissez pas le Burundi. D'abord, vous avez commis l'erreur de nous amener à Arusha. Au Burundi, nous avons un quartier qui s'appelle Arusha. Alors, les gens voient Arusha 2, il y a Pancras qui écrit Arusha 2, des gens qui commencent à dire, voilà, maintenant, moi aussi, je vais aussi construire une maison à Arusha, quelque part. Donc, les gens sont venus, non pas pour aller vite, mais pour aller doucement et gagner un peu de sous. Mais comme vous, les Blancs, vous avez de l'argent à jeter par la fenêtre, jetez cet argent, nous sommes là. Il n'y a pas de souci. Alors, je pense avoir... vous parlez du génocide de 72 qui n'est pas reconnu, qui n'y a pas de pierre, de monument. Bon, il y a déjà un pas. Vous savez, nous avions, pour la Cour d'Arusha, prévoyait la CVR. La CVR allait nous aider à élucider tout ça et à trouver une voie à suivre. Bon, il y a eu quelques problèmes et quelques distractions. Mais je pense que c'est votre droit de le réclamer. Vous avez une organisation qui est forte, qui est solide, qui a fait une manifestation à Bujumbura. C'était la première fois, avant c'était toujours à l'étranger. Moi je pense que il faut qu'on vous soutienne. Alors, le reste, je laisse à mes amis, mais celui qui pense que je n'ai pas répondu à sa question, la campagne de médias, nous, le gouvernement du Burundi met en avant un dialogue inter-burundais à l'intérieur du Burundi et à l'extérieur. Est-ce qu'ici, ce n'est pas un dialogue? Est-ce qu'on doit nécessairement dire, voilà, c'est tel qui vient, c'est tel qui vient? Nous avons combien d'organisations de la société civile au Burundi? Il y a plus de 6 000 qui sont agréées. Quels critères utilisent-ils pour décider que c'est Focodé, que c'est Olicom? Je dis, mais tenez, Olicom, c'est même une organisation de lutte contre les malversations économiques. Comment vient-il dans un débat sur la Constitution? Donc, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a combien d'organisations de la société civile ou de la diaspora qui ne sont pas invitées? Donc, c'est une organisation calamiteuse, catastrophique, qui dérange même parce qu'eux-mêmes ne savent pas qui inviter, qui ne pas inviter, parce qu'ils travaillent sur injonction. Il y a une pression de l'Union européenne. Quand c'est l'Union européenne qui paye, va décider aussi qui doit venir et qui ne doit pas venir. Alors, l'Union européenne paye et dit, vite, vite, fais quelque chose, fais quelque chose. Au mois de mai, c'était les Américains qui avaient payé. Et en plus, après avoir payé, arrivé à Arusha, ils ont vu que Nyangoma commençait à prendre des positions. Ils ont payé $1 million à une ONG qui s'appelle HD pour aller former le Sénaret, afin que le Sénaret reste solidaire. Parce que Perriello trouve que les élections américaines approchent, il saute sans avoir fait quoi que ce soit. Il est prêt à dépenser tout ce qu'il faut afin qu'il y ait quelque chose. Arusha a fait ceci, etc. Maintenant, il ne sait plus sur quel pied danser. Il dépense beaucoup d'argent et ça ne marche pas. Les forces de police qu'on envoie, vous savez le piège qu'il y a dedans. Je vais vous dire franchement, quand vous envoyez un policier de l'ONU, vous lui donnez aussi 2 ou 3 autres qui vont le protéger et qui sont armés. Alors, s'il vote 228 et que le gouvernement accepte, on n'aura pas que 228, on aura 800 et quelques qui seront au Burundi. Et vous verrez des véhicules blindés, des policiers avec des armes qui sont là. Soi-disant,
qu'ils protègent les autres alors qu'ils viennent avec d'autres agendas. Dites-moi, au Congo, ils ont quand même une force des Nations Unies, ça fait plus de 20 ans. Est-ce qu'ils ont la paix pour autant? Quand ils disaient qu'ils envoyaient 5000 personnes de la Maprobo au Burundi pour protéger les quelques quartiers de Musaga et Mutakura, en rigolant, je leur ai dit, pour débouter le M23, qui était une rébellion bien armée avec des véhicules blindés et des chars, et qui avait un territoire 10 fois plus grand que le Burundi, vous avez envoyé 3000 militaires pour aller se battre contre eux, des Tanzaniens, des Sud-Africains. Parce qu'il y avait d'autres Onusiens, plus de 20 000 qui étaient là, à se la couler douce, depuis 20 ans, et qui ne pouvaient pas chasser le M23. Et maintenant, au Burundi, un pays où il y a des gens, 8 ou 10 personnes qui tirent la nuit, vous dites que vous envoyez 5 000. Bon, on a compris que c'est le putsch, c'était pour concrétiser le putsch. Même ceux-là qu'on veut envoyer, c'est pour concrétiser le putsch. Ils ne viendront jamais. Et ça, du haut de cette estrade, je vous le dis, ils ne viendront jamais. Voilà. Merci. J'ai bavardé.